Bon, bonjour à tous, moi c'est Anna Barrosi, je suis la chef de projet du Centre de référence maladie rare, métabolisme du calcium et du phosphate. Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Et Elisabeth Célestin, donc chef de projet de la filière OSCA, dont l'animatrice médicale est Agnès Lingard. Voilà, maintenant que les présentations sont faites. Voilà, on nous a demandé de vous expliquer un petit peu l'organisation de la prise en charge des maladies rares en France, et on va déjà partir juste de la base avec quelques chiffres clés, qui sont qu'une maladie rare en France, ça concerne une personne sur 2000 en termes de prévalence, et que ça représente à peu près 3 millions de personnes en France, et qu'il existe plus de 7000 maladies rares. Alors là, à l'occasion d'un congrès rare, on est plutôt sur 6000. Les chiffres, c'est pas les mêmes, hein, mais ouais. Après, ça dépend des sources. Mais dans tous les cas, nous, on s'appuie généralement plutôt sur 7000. Et que pour beaucoup, elle se développe dans l'enfance. Ah, mais ça fait beaucoup de. Ça vient. Ah, mais c'est un gros nombre de personnes. Non, si tu veux. C'est frappant, ça fait 3 millions de personnes, ça veut dire qu'on n'est plus dans le rare. Donc en fait, oui. Le fait de se mettre ensemble, c'est très important. Exactement. Donc en se rassemblant, on porte la voix de 3 millions de personnes en France. Donc on va partir de l'organisation des soins en France pour vous expliquer qu'ont été mis en place 3 plans nationaux de maladies rares, peut-être en avez-vous entendu parler. Le premier a été réalisé en 2005 et on va vous décliner un petit peu du coup le process et la mise en place de chaque action qui ont été réalisées à ce moment-là. Juste pour vous dire que le 4e plan vient d'être lancé avec 2 personnes qualifiées à cette occasion pour mener un petit peu la barque et le travail, donc le professeur Agnès Lingard ici présent et Guillaume Cano, qui est médecin à l'hôpital Necker. Et donc la déclinaison, elle est toute simple. En 2005, le premier plan, il a permis de structurer les centres de référence. Juste un petit rappel, avant, quand vous étiez patient, je pense que Mme Chambol a connu cette époque, on allait chez un médecin, c'est parce qu'elle m'a rappelé qu'on s'était connus il y a très longtemps, les vieux. Voilà, donc à cette époque-là, on en était vraiment qu'au balbutiement. Et dans tous les cas, avant, quand vous alliez chez votre médecin vous orientait chez un médecin qu'il connaissait un petit peu, c'était un petit peu du réseau. Et là, le premier plan a permis justement de structurer ce réseau et de faire en sorte que les médecins soient experts de la maladie et puissent du coup décliner de la formation, s'investir dans la recherche, ensuite organiser de l'enseignement et bien évidemment organiser le parcours de soins de ces patients, avec pour objectif un meilleur diagnostic. On parle peut-être de labellisation de centres maladies rares. C'est l'occasion du coup de faire un point sur la labellisation de notre CRMR. On n'a toujours pas les résultats officiels, mais la filière connaît des résultats officieux pour l'instant qui n'ont pas été encore publiés. Et du coup, on peut vous montrer finalement la nouvelle cartographie du CRMR. Du coup, pour vous rappeler, je pense que vous êtes tous déjà à l'aise avec le terme de centre de référence et centre de compétences. Mais pour faire un petit rappel, du coup, un centre de référence est coordonné par un centre coordonnateur unique sur le territoire national. Et il travaille avec des centres, un ou plusieurs centres constitutifs qui viennent apporter un complément d'expertise au centre coordonnateur. Et ensuite, le maillage territorial est complété par des centres de compétences, ce qui permet en fait aux patients d'être soignés au plus proche de leur domicile. Du coup, pour nous, ça s'est plutôt très bien passé, c'est-à-dire que tous les centres qui étaient déjà labellisés ont été confirmés. La coordination reste à 17 comme avant, et on a aujourd'hui 8 centres constitutifs qui viennent compléter du coup le centre de référence avec 2 nouveaux centres qui ont été labellisés. Le centre de Caen, qui avant travaillait en binôme avec le centre de Rouen. Il y avait un centre unique à Normandie, maintenant les 2 sont labellisés. Et on a un nouveau centre à Nantes. Ensuite, on a du coup un maillage territorial avec 19 centres de compétences. La majorité était déjà labellisée à la précédente labellisation. Et on a 4 nouveaux centres de compétences, si je ne me trompe pas. Sur Paris, on a la Pitié-Salpêtrière, il y a Bordeaux, Dijon et La Réunion.
voilà, c'est ça qui est venu compléter un peu notre réseau. Si par la suite vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Normalement, les résultats ils sont publiés sur le bulletin de la publication à la fin du mois d'octobre. On les attend tous. Mais voilà, il n'y aura pas de surprise. J'ai arrêté de donner des dates. Il n'y aura pas de surprise. Voilà. Donc ça a été pour le premier plan, et le deuxième plan a permis de structurer tous ces centres de référence et ces équipes pluridisciplinaires en créant des filières de santé dans les maladies rares. Donc voilà, ça a été du coup le cas de la filière Oscar, et il y a aujourd'hui 23 filières qui représentent l'ensemble des maladies rares sur le territoire français. Donc Oscar, c'est les maladies des os, mais Firando, c'est les maladies endocriniennes, Orchid, c'est les maladies du rein, tout ça des maladies rares. Voilà, donc ça c'est ce qui a permis de structurer et du coup de fédérer et d'organiser un petit peu tous les projets pour que chacun puisse avoir un petit peu la visibilité de ce que fait son voisin, notamment en équipe de recherche. C'était important de faire en sorte de créer ce réseau et que les personnes puissent travailler ensemble. Okay. Par la suite, en 2018, il y a eu un troisième plan maladie rare, et l'objectif c'était de diminuer l'errance diagnostique, un diagnostic pour chacun et un traitement pour chacun. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu la mise en place des plateformes d'expertise maladie rare, qui sont des structures qui, à différence des filières, ont la vocation en fait, de coordonner les mêmes acteurs maladie rare, du coup les centres de référence, les compétences, les laboratoires diagnostiques, les laboratoires de recherche et les associations de patients. Au niveau d'un territoire précis, c'est-à-dire soit un groupe hospitalier, un centre hospitalier ou dans certaines régions, une entière région. Et du coup, à différence des filières, en fait, il n'y a pas de pathologie spécifique ou d'organes spécifiques, c'est-à-dire qu'en fait, on coordonne tous les centres maladies rares qui sont sur un même territoire. Et l'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main, plateforme et filière, afin d'aider tous les acteurs maladies rares à travailler ensemble. Aujourd'hui, on compte en fait le même nombre de filières sur les plateformes. Il y a 19 plateformes d'expertise maladie rare en métropole et 4 plateformes de coordination d'outre-mer. Voilà. Et Anna dit on parce qu'elle est aussi sur la plateforme sacrée. Voilà. Donc voilà, juste un petit focus pour la filière qui vous concerne, qui est la filière Oscar. Donc là, c'est l'ancienne version. Pour la prochaine, ça sera 83 centres de référence si officiellement la labellisation est fait donc de 83 centres. Mais sur le reste, rien n'a changé, c'est 400 jeunes responsables, plus de 7000 patients suivis. Et donc voilà, toujours pour vous rappeler les objectifs, l'idée c'est, comme l'a dit Anna, d'améliorer le parcours de soins, d'améliorer l'errance diagnostique, on développe la formation, l'information, on dynamise la recherche, voilà, avec les équipes. Et on travaille aussi, ça on ne l'a pas évoqué, mais avec les réseaux européens de référence qui sont structurés un petit peu différemment, mais qui sont à 24 en Europe. Donc voilà, c'est juste un petit balayage des pathologies qui concernent la filière Oscar. Il y en a énormément d'autres. Vous voyez qu'il y a XLH bien évidemment, mais après il y a des pathologies où il y a extrêmement peu de patients, comme le syndrome Gacki ou Keutel. Voilà, il n'y a pas on s'occupe de pathologies qui ont une grande visibilité comme l'œstrogénèse imparfaite, mais également des pathologies où il y a extrêmement peu de patients. Donc moi je vais vous faire un petit focus juste sur les missions rapidement, sur ce qu'on met en place pour un petit peu vous expliquer le travail des équipes pluridisciplinaires. Donc ça, vous allez peut-être en entendre parler des RCP, donc c'est des réunions de concertation pluridisciplinaire. Moi j'appelle ça des staffs en ligne, tout simplement, autour d'experts qui vont discuter des cas des patients et qui vont permettre du coup d'évaluer soit un diagnostic, soit une prise en charge, tout ça pour améliorer les pratiques professionnelles. Et elles peuvent être organisées de façon régionale, nationale, internationale, européenne. Voilà. Ensuite, peut-être que vous avez entendu parler de la BNDMR, donc c'est la base de données nationale des maladies rares. Là, c'est un outil qui permet de collecter en réalité toutes les informations sur les patients pour mieux connaître l'histoire naturelle de la maladie et permettre ensuite, bien évidemment, une meilleure prise en charge des patients et surtout développer la recherche entre les médecins.
Donc, et vous entendez aussi parler de Bambara, qui est également l'outil qui est la collecte de données. On va vous demander normalement le consentement du patient, vous devez recevoir normalement une note d'info. Voilà. Un autre terme peut-être que vous aurez l'occasion de lire, PFMG 2025, donc ça c'est le plan de France médecine génomique, donc ça peut-être que Barbara, s'il y a des questions dessus, tu seras à même de pouvoir y répondre, mais c'est tout simplement pour améliorer l'accès au diagnostic avec le séquençage génomique quand on ne trouve pas d'une autre manière la maladie. Et puis nous on fait un focus vraiment cette année sur l'observatoire des traitements, c'est-à-dire qu'on va identifier les traitements ORAL, il y en a beaucoup dans le domaine pédiatrique, dans les maladies rares. Et on va faire remonter aussi la problématique de la rupture des médicaments. Donc on a des associations qui peuvent nous contacter à ce sujet. Et on monte aussi des dossiers de tout ce qui est accès précoce pour les médicaments. Ça, vous allez être concernés. Et puis on a une mission de formation auprès des professionnels avec les diplômes universitaires de l'éducation thérapeutique du patient.